Les amis, d'après un sondage effectué sur ma chaîne, vous êtes plus de 50% à être pessimiste concernant la suite de la saison de notre FC Barcelone. Un chiffre pas très rassurant, qu'on se le dise, qu'on soit honnête entre nous, mais auquel on participe un peu à travers des vidéos où on met en avant les difficultés du FC Barcelone, où on parle de Xavi par exemple, où on parle du problème principal de notre Barça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de changer. Voilà, aujourd'hui, je propose une vidéo, on va un petit peu plus positiver, on va essayer de voir le petit point de lumière qui nous reste, de s'accrocher à lui et de voir ensemble quelles sont les 3 raisons d'y croire pour la suite de la saison. Sans plus attendre, la première raison d'y croire, mesdames et messieurs, c'est un effectif polyvalent. Avant de rentrer en détail sur ce point-ci, déjà rappelez tout d'abord qu'on a un effectif conséquent du côté du FC Barcelone. On a quasiment la possibilité de doubler tous les postes qu'on a, ce qui n'était pas forcément évident il y a encore de cela 1 an ou 2. Donc là, on est content d'avoir des joueurs quand même qui peuvent être remplacés, même si on a des blessés, des suspendus. Bon, on espère qu'il n'y en ait pas 15 d'un coup, mais sinon, de le reste du temps, on a la possibilité justement de mettre des remplaçants qui sont performants et d'avoir un 11 type qui soit quand même très cohérent. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, cet effectif polyvalent. Effectif polyvalent tout d'abord individuellement. On a une pluralité de profils mais qui sont individuels avec une grande capacité d'adaptabilité. On va tout d'abord commencer par les défenseurs. Ce qui se passe en défense, on a par exemple un Araujo qui est capable d'évoluer au centre mais également à droite. On a également un Koundé qui peut faire exactement la même chose au centre et à droite. On a un Cancelo qui peut être arrière droit et également arrière gauche. Au milieu de terrain, individuellement, on a des joueurs également qui peuvent occuper plusieurs postes. On a du Gundogan qui peut être point de basse, 8, 6, De Jong capable exactement de faire la même chose, point de basse, 8, 6, un peu plus haut, Pedri un peu plus reculé, peut-être un petit peu plus haut, Gavi il peut se mettre à côté de la sentinelle mais également évoluer plus dans le demi-espace. On a également un Fermin qui peut se muer en joueur qui joue carrément à côté de l'attaquant, qui peut également parfois jouer ailier. Et en attaque, même si cette polyvalence est moins flagrante, on a une capacité de Lamine Yamal et de Rafinha de jouer ailier droit et ailier gauche. Et on a par exemple un Joao Félix qui lui peut jouer ailier gauche, ce qu'il est depuis le début de la saison, mais qui a plus tendance, je pense, à performer en tant que numéro 10, un Ferran Torres qui peut jouer 9 également sur un côté. Donc c'est plutôt pas mal en termes de polyvalence individuelle. Ça c'est vraiment une pluralité qu'on a, une capacité qu'on a qui est plutôt intéressante parce que justement si on a un manquement à un poste, un suspendu, on peut en faire jouer à un autre et il pourra quand même avoir un rendement qui est plutôt positif. Mais à côté de ça, on a également une pluralité d'expérience au sein du Barça. Des niveaux d'expérience qui se divisent en 4 catégories selon moi. Tout d'abord, on a la catégorie des joueurs qui sont vraiment très jeunes et qui veulent vraiment prouver de belles choses au FC Barcelone, qui sont dans leurs 2-3 premières saisons vraiment dans l'effectif du Barça. Donc là, on pense bien évidemment à ce qui est Fermín López, Baldé, Lamine Yamal. Donc ça, c'est vraiment les joueurs qui sont très jeunes, mais qui ont faim et qui apportent du dynamisme. Ensuite, tu as les joueurs qui sont un tout petit peu plus vieux, qui ont un tout petit peu plus d'expérience au Barça, mais qui ont vraiment connu dans l'équipe A les moments difficiles. Donc là, je parle de Araujo, je peux parler de Pedri, je peux également parler de Gavi et de De Jong. Gavi qui se situe un peu aussi dans la catégorie précédente, mais ces joueurs-ci qui peuvent apporter justement cette expérience de l'échec et qui ont faim de revanche par rapport à ça. Ensuite, tu as les joueurs vraiment plus expérimentés qui ont gagné dans d'autres clubs sur la scène européenne et surtout la scène locale. Donc on va parler de Gundogan, de Lewandowski, de Cancelo qui apportent en fait cette expérience de la gagne. Et ensuite la 4e catégorie, c'est les joueurs qui ont très bien évolué dans d'autres clubs mais qui ont envie de montrer qu'ils ont les épaules pour jouer au Barça, qu'ils ont les niveaux pour ce club-ci. Donc là c'est du Koundé, du Christensen, du Ferran Torres, ce type de joueurs-ci. Donc on est vraiment sur 4 catégories, ce qui nous permet vraiment de ne pas stagner en termes d'expérience. Souvent vous avez une équipe qui est trop vieille et par exemple le Barça, on a un peu eu ça sur la fin, des joueurs un peu usés de la gagne entre guillemets, un peu usés par leur carrière et on se dit cette équipe est vieillissante. Là on peut pas le dire du côté du Barça. Ou sinon on a une équipe, souvent on dit elle est trop jeune, elle n'est pas assez expérimentée, elle fait des erreurs mentalement, elle n'est pas au niveau, elle tremble dans les grands moments et elle fait des fautes trop importantes. Là non plus ça va être compliqué de le dire parce qu'on a des joueurs qui arrivent sur le terrain et dans l'effectif qui vont dire attention les jeunes, là il faut faire ça, il faut gérer le tempo, il faut pas s'exciter, il faut pas être trop nerveux sur le terrain. Donc les jeunes vont apporter du dynamisme aux vieux et les vieux vont apporter de l'expérience à ce Barça là. Les joueurs qui ont faim de montrer qu'ils ont les épaules pour jouer au Barça, ils ont également envie de montrer de belles choses. Donc cette pluralité qu'on a déjà de profils qui sont capables vraiment d'être polyvalents sur le terrain et en plus cette pluralité d'expérience au Barça, c'est vraiment un point positif.
La deuxième raison d'y croire, mesdames et messieurs, c'est qu'on a des joueurs qui sont engagés sur le terrain. Vous allez le voir, c'est très important, mais je continue mon développement. Tout d'abord, ceux-ci, on peut les catégoriser en deux parties. Les joueurs vraiment qui sont engagés parce qu'ils sont amoureux de ce club-là et qui suent pour ce maillot, qui sont en larmes pour ce maillot. Là, je peux parler de Fermín López, je peux parler de Gavi, je peux parler de joueurs comme Pedri, comme Araujo, qui sont vraiment des joueurs qui soit ont été formés à la Masia, du coup vraiment ils ont envie de remercier ce club pour tout ce qu'il leur a donné depuis leur jeunesse, soit c'est vraiment des joueurs qui sont imprégnés par ce maillot et qui ont envie de tuer justement pour ce club. Cette partie elle n'est pas à négliger mesdames et messieurs parce que c'est important d'avoir des joueurs qui sont vraiment concernés et qui ont envie de mouiller le maillot. Et moi ça fait longtemps que visuellement j'ai pas vu au Barça des joueurs aussi impliqués. Là durant cette crise, on a vu des joueurs qui jouaient mais qui n'étaient pas là vraiment pour se tuer, pour se donner à fond. Là je vois des joueurs pleinement impliqués, mais parce qu'ils sont amoureux de ce club. Ils ont envie de donner et de faire du bien pour les supporters et pour le club, c'est très important. Et ensuite, la deuxième partie des joueurs qui sont engagés, c'est parce que ce sont des joueurs qui sont compétitifs, mesdames et messieurs. Quand tu as des joueurs comme Gundogan ou comme Lewandowski sur le terrain, c'est des joueurs juste individuellement, les gars, ils sont pas là pour rigoler, ils ont envie de gagner. Gundogan, croyez pas que le mec après City, etc., il soit là, il soit venu en vacances. Il l'a démontré après le Real de Madrid, après sa prise de parole. Il a dit, les gars, moi je suis pas venu en vacances ici. Et ce qu'on vient de faire et se contenter, entre guillemets, d'une belle défaite, si on peut dire ça, contre le Real Madrid, c'est pas suffisant. Et il l'a montré. Et je pense que lui, il va prendre et il va parler dans le vestiaire si ça commence à mal se passer. Lewandowski, on râle beaucoup sur son cas en ce moment. Voilà, il fait certaines erreurs de communication et tout. Il n'est pas excellent non plus dans le jeu. Mais au moins, il râle. Tu vois, tu sens que c'est un joueur, il est investi. Ce qui se passe en ce moment, il n'en est pas content. Alors que ça pourrait être un numéro 9 qui s'en fiche, qui est là, qui rate, qui n'est pas du tout concerné. Non, il est concerné, il est engagé parce que c'est un compétiteur. Et donc ces deux pôles de joueurs engagés et compétiteurs, ils permettent à des joueurs qui, de base dans leur profil, dans leur attitude, visuellement le sont moins. Donc là, je peux parler de Joao Félix par exemple, je peux parler de Baldé, je peux parler de Yamal, je peux parler de De Jong. Je ne remets pas du tout en question leur aspect compétiteur individuel, mais sur un terrain, c'est pas des joueurs, je pense, qui vont prendre tout le monde et qui vont dire les gars, on relève la tête, etc. On y va tous ensemble. Mais les joueurs que je vous ai cités avant des deux pôles compétiteurs et en même temps amoureux de ce club-là, ils permettent à ces autres joueurs justement de relever la tête. Parce que justement, cette envie, elle se propage, elle est communicative. Donc c'est super positif d'avoir des joueurs comme ça parce qu'on l'a vu dans plein de clubs différents, à commencer par nous il y a encore 2 ans ou 3 ans. On voyait des joueurs qui baissaient la tête quand il y avait des défaites difficiles, quand on se prenait des cartons. Il n'y avait pas vraiment de profil qui élevait la voix et qui permettait à dire ok les gars, ça va pas du tout, là faut qu'on se redresse. Ou au pire il y en avait un, mais un tout seul, ça suffit pas. On le voit par exemple à Chelsea, qui est un club mythique d'Angleterre entre guillemets. Là depuis qu'ils sont un peu en crise, depuis leur victoire en Ligue des Champions, on voit que c'est compliqué pour eux. Là ça se redresse un tout petit peu, mais l'année dernière, tous les joueurs, alors qu'ils avaient un effectif pléthorique et incroyable, il n'y en avait aucun vraiment qui prenait le lead. Et si tu n'as pas de leader comme ça, bah ton équipe elle sombre et personne n'est là pour relever la tête. Je l'ai vu également avec le Paris Saint-Germain, que je suis beaucoup. L'année dernière, après la Coupe du Monde, quand ça a commencé vraiment à sombrer, il n'y avait aucun joueur individuellement, ou il n'y avait aucun groupe de joueurs, tu peux citer un Danilo peut-être par-ci par-là, mais qui arrivait et qui disait les gars, faut se bouger, etc. Manchester United qui est dans une crise institutionnelle depuis pratiquement bientôt 10 ans, tu vois pas de vrais joueurs arriver et dire les gars faut se réveiller. Tu as eu du Bruno Fernandes à un moment quand il est arrivé au tout début, mais aujourd'hui on continue à s'enliser parce que tu n'as pas de groupe, de pôle vraiment de joueurs qui leur permet de redresser la barre. Il faut continuer comme ça encore longtemps, hein. Je peux vous citer la Juventus de Turin aussi, bon là cette année ça va un petit peu mieux, mais qui c'est sur 2-3 dernières années a également eu du mal parce que tu n'as pas de pôle de joueurs vraiment conséquents pour dire les gars bon on remet tout à plat et là on redresse le niveau. Là au Barça, nous on a les chances d'avoir différentes catégories de joueurs qui vont mouiller le maillot. Et enfin, mesdames et messieurs, le dernier point, la dernière raison d'y croire, c'est tout simplement la timeline, le temps. On est mi-novembre, mesdames et messieurs. Tranquille, prenons notre temps. Je veux dire qu'on est dans une sorte de mini-crise dans le jeu depuis mi-septembre, on va dire. Depuis mi-septembre, on commence à râler. Ce qui a commencé à nous faire vriller en tant que supporters, c'est les résultats, parce qu'on était invaincus avant le Classico, toute compétition confondue. Classico défaite, ensuite on enchaîne contre la Real Sociedad, une victoire, mais dans le jeu, j'ai jamais vu un pire match sur ces dernières années du Barça, et ensuite défaite contre le Shakhtar Donetsk. Et enfin, une victoire très compliquée contre Alaves
à la maison. Cet enchaînement-là, ça nous a un petit peu fait vriller. Mais gardons en tête qu'on est qu'au premier tiers de la saison, mesdames et messieurs. On n'a même pas passé la moitié de la saison. Combien d'équipes à la mi-novembre étaient dans des mini-crises institutionnelles et on les retrouvait en mai très loin, très haut classés en Europe et très bien classés en championnat. Là, ce qu'il faut visualiser, c'est qu'on ne peut pas tomber plus bas, les amis. Avec l'effectif qu'on a, en tout cas, à part si on a 20 blessés d'un coup et 10 suspendus, par rapport aux individualités qu'on a, je pense que collectivement, on ne peut pas être plus bas que ce qu'on fait. On peut stagner, hein. Alors on peut stagner toute la saison à ce niveau de médiocrité dans le jeu. C'est possible. Mais est-ce qu'on peut aller plus bas? Je ne pense pas. Donc on peut soit être constant, soit augmenter. Donc c'est absolument ça ce qu'il faut qu'on se dise. Il faut être positif, on peut encore travailler, on a bien le temps, on a encore 2 tiers de saison pour le faire. Il y a quand même eu un énorme concours de circonstances qu'il ne faut pas négliger, c'est le nombre de blessés. Encore une fois, hein, je le répète, mais sur un mois, avoir 5 titulaires quasi indispensables qui sont pas là, oui, forcément, ça laisse des séquelles. Ça a des conséquences sur les résultats et la manière de jouer. Mais là, ce qu'il faut noter, c'est qu'au niveau du Barça, on s'est aperçu qu'il y avait un problème. Souvent, on attend très longtemps avant que le club réagisse, etc. Même si les supporters y râlent, souvent un peu on fait les aveugles. Là, on a vu, il y a eu des réunions, il y a eu Xavi qui a parlé, les joueurs ont parlé, il y a eu une autocritique de tous les côtés. Donc on a vu que le club est en train de se souder, le club voit qu'il y a un problème au moins et le met en place. Il y a une communication qui est faite à travers ça. On n'a pas peur de parler en conférence de presse, de dire oui, on a vu qu'il y avait tel ou tel problème. Donc ça, c'est déjà bien. Autre point à souligner, on n'est pas totalement distancé en Liga. En Liga, on reste col à col avec Girona et avec le Real Madrid. Donc on n'est pas très loin. En Ligue des Champions, on reste leader de notre groupe. Donc pour l'instant, ça va. Et les choses en football vont très très vite. Encore une fois, je le répète beaucoup, mais on est dans un moment de notre société où on est beaucoup dans le moment présent, dans l'instantanéité. Il faut prendre un point de vue un peu plus large, les amis. Voilà, on est qu'au premier tiers de la saison, mi-novembre. Là, on va enchaîner, on va jouer contre Girona et on va jouer contre l'Atlético Madrid. Moi, je vous préviens tout de suite, dans un mois et demi, si on a fait de très bons résultats contre ces deux équipes-là, mais les paroles, comment elles vont changer, on va dire ouais, De Jong il change tout, etc. On est redevenu incroyable, machin, ça va super vite dans le football. Mais nous, essayons de voir les choses un petit peu plus différemment, essayons de se dire, voilà, prenons notre temps d'analyser les choses, ne tombons pas bêtement dans l'analyse directe, immédiate des choses. Alors oui, après les matchs, on peut râler, on peut discuter, etc. parce que forcément, c'est l'émotion qui prend le dessus. Mais dans la globalité, essayons de prendre le temps de voir les choses et de se dire, les gars, c'est que le premier tiers, on l'a vu, le club a vu qu'il y avait des bêtises, on a réagi, il y a le retour des absents, etc. Tout le monde va prendre conscience des choses, ça va peut-être stagner, on ne peut pas redescendre plus bas en tout cas en termes de qualité de jeu. Prenons notre temps, ne speedons pas, ne rallons pas trop vite, tout n'est pas fini, on est loin de la fin de la saison. C'était mes 3 raisons d'y croire pour le Barça, bien évidemment qu'il y en a d'autres, je vous laisse directement me les dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre bien évidemment, mais l'objectif c'était voilà, ne tombons pas dans un défaitisme collectif, ne voyons pas que le côté sombre de la chose. Il y a encore une possibilité de voir de belles choses, d'avoir une bonne saison, de bien profiter. Donc commençons à avoir un positivisme contagieux justement, et pas un défaitisme contagieux. Sur ces paroles, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, on se retrouve très bientôt. Ciao.